Bonjour à tous, épisode numéro 3 sur le debug du robot de trading. Et comme en fait ça a l'air de vous avoir plu, on va refaire un petit exercice aussi, et un petit check. Alors bon, déjà dans cet épisode, on va regarder aussi, on va continuer après les paramètres, on va regarder un peu tout ce qui tourne autour de l'activation des différents traitements, entre autres l'affichage, mais ça va être très rapide, et aussi après tous les traitements, enfin on va commencer à taper sur le traitement un peu plus profond du robot. Mais avant ça, pendant la vidéo, vous avez le temps de réfléchir à cette problématique. Alors, deux tests différents avec, premier test avec B qu'on va mettre à égal à true, donc à égal à vrai, et le second test, vous mettrez B égal à faux. Voilà. Et puis vous avez 5 manières d'écrire une condition. Alors, je veux, ma réponse c'est que vaut A à la fin de chaque traitement et en fonction de B égale true ou B égale false. Ici, vous avez une manière d'écrire ici, avec on affecte 1 dans la valeur A et on fait une condition et tout ça. Ici, vous avez une indentation, ici, sur un seul élément. Ici, vous avez la même chose, mais on indente les deux éléments. Ici, on met des parenthèses, et puis ici, on fait comme je fais, avec à chaque fois une parenthèse ouvrante, enfin, on aligne tout ça. Bon, ça, c'est ma manière d'écrire, ça vaut ce que ça vaut. Et à chaque fois, donc, une question, si on a B égale true, dans chaque cas, que vaut A? Si on a B égale false, dans chaque cas, que vaut A? Vous avez la vidéo pour réfléchir à ça, et puis on voit ça à la fin. Bon, en tout cas, pour l'instant, on attaque, donc on va débugger encore le robot, et puis ça va vraiment avancer, et vous allez finir par trouver vos bugs si vous en avez. Allez, à tout de suite, on y va. Bon allez, on continue de débugger ce robot. Donc on a vu les logs, ça c'est fait. On a vu les alertes, c'est fait. Théoriquement, vous devriez avoir fait tous les tests qu'on a vus la dernière fois sur les paramètres. Voilà, ça c'est assez laborieux, mais vraiment si vous avez fait ça correctement, on est vraiment assuré de pouvoir avancer sans risque d'avoir des erreurs dans les paramètres. Maintenant, on va vérifier monnaie, toujours dans la partie on-init. Alors déjà, que fait config dans monnaie? Alors c'est vraiment très simple, il n'y a même pas de test à faire. Pourquoi? Parce que regardez bien, dans monnaie, j'ouvre ici monnaie, je vais dans config, et dans config, on a uniquement l'initialisation des variables. Rien de particulier, pas de traitement, pas de test, donc on va pas le tester. Si vous avez fait tout ce qui est écrit ici, en fait vous avez initialisé toutes les variables internes de la classe monnaie. Point. C'est tout. Ensuite, on attaque le contexte, le fameux config du contexte. Là, pareil, il n'y a pas de vraie problématique puisque si on ouvre le config, voilà, vous voyez ici, on met tout à faux. Alors, sauf le run qu'on met par défaut à vrai. Ça, c'était une astuce que j'avais mis parce que si jamais on ne remplit pas le fichier param.dta, le robot est censé quand même être en opérationnel. Il est censé se dérouler correctement. C'était une valeur par défaut parce que je sais que je crois me rappeler que je m'étais fait avoir, j'avais pas mis le fichier param, tout était à faux et je comprenais pas pourquoi le robot ne marchait pas. En fait, tout bêtement parce que j'ai pas mis le fichier param et que le robot était pas censé démarrer naturellement. Bon, là par contre, il y a deux petites choses intéressantes. Là, on a le get tick count, c'est le nombre de ticks horloge depuis la mise sous tension, depuis le démarrage du robot. Vous pouvez toujours faire un print, histoire de voir le contenu. Et puis pareil, le time current, c'est l'heure courante évidemment. Ça me permet en fait dans le contexte d'avoir vraiment quelque part repéré l'évolution et le déroulé du robot avec le temps. Alors, ce qui peut arriver quand même, parce que là ça c'est vraiment l'heure du marché, quand vous démarrez le robot, quand par exemple vous avez le robot qui est déjà installé sur le marché, sur la plateforme, et vous démarrez la plateforme avec un marché en place et donc le robot qui est accroché à ce marché. De temps en temps, quand la plateforme se met en route, le temps n'est pas encore reçu du courtier, ce qui fait qu'on pourrait avoir un temps, alors qui n'est pas le temps vide, mais c'est le temps de l'ancienne fois où il a eu des renseignements par le courtier. Par exemple, vous démarrez ça le lundi matin, par exemple, vous avez coupé votre plateforme le vendredi,
vous aurez l'heure du vendredi. Bon, ça va très très vite se mettre à jour, hein. Mais voilà, vous aurez cette petite chose-là qui peut arriver. Soyez pas étonnés. Bref, tout ça pour dire pas grand-chose, juste que je vais pas tester puisqu'il n'y a pas de branche particulière, c'est que de l'init. Ensuite, donc, on a vu monnaie, contexte, les params et la visu. Alors, visu, je vous rappelle que c'est pour afficher sur le marché des petits boutons, des petits trucs qui vont vous informer de l'état des différents attributs ou de la différente configuration du robot. Alors, le config de visu, qu'est-ce qu'on a dedans? On initialise ici, on prend la taille de l'écran, la taille du marché, là où c'est affiché. On initialise aussi les tableaux pour les états et les a mémorisés pour vérifier les changements. Ici, on met tout à vide dans les textes associés au bouton. Ça, c'est quand vous faites un petit survol avec la souris, ça met un petit texte qui s'affiche. Donc là, par défaut, on met tout à vide. Ici, on définit la taille. Donc la taille qui est passée en paramètres et la taille qui est passée en paramètres, je vous la montre, c'est le e-taille visu qui est passé dans les paramètres de l'application. Donc voilà, et après on enregistre le préfixe et ici on efface les anciens widgets. Ce qu'on appelle widgets, c'est des trucs graphiques, hein. Widget, ça veut dire truc, je crois, ou machin. Voilà. Donc c'est les petits objets graphiques qu'on a sur l'écran et qui ont déjà le préfixe qu'on avait déjà et qu'on a défini ici, en dur. Donc si vous avez un robot, par exemple, avec un préfixe qui s'appelle Toto, par exemple, tous les objets graphiques qui sont affichés à l'écran vont s'appeler Toto avec un nom derrière. Donc quand on quitte le robot de façon correcte, en fait on va dans une fonction qui va supprimer tous les objets qui s'appellent Toto quelque chose. Si jamais vous avez un robot qui plante, voilà, il ferme pas correctement, il plante, ou votre plateforme se plante, enfin bon, vous avez plein de choses qui fait que ça se finit pas correctement. Ça rentre pas dans toute la fonction onDinit. Vous pourriez avoir des objets graphiques qui restent à l'écran. Et si vous relancez le robot comme le préfixe, il est figé avec un nom en dur, du coup ça devrait effacer tous les widgets graphiques. Ça peut arriver, surtout quand on fait de la mise au point, qu'on change le widget ou bien qu'on ne met pas le robot et qu'on se garde des trucs graphiques parasites. Ça, faudra les virer et pour ça je vous montre comment on fait. On va ici, donc je vais en créer quelques-uns quand même. Donc on fait un clic droit, on fait liste objet, alors je suis sur MT5 mais c'est quasiment pareil sur MT4. Liste objet, et là on voit les objets ici, avec le nom, donc on a, bon là c'est un nom automatique, mais on a exactement le nom de l'objet avec le type et différents paramètres ici. Je vais vous faire une vraie démo. Donc je glisse le robot, ici il n'y a aucun affichage, je vais mettre un affichage moyen. Ok, ça lance, et voilà, il m'affiche ces petits boutons là, enfin ces petits carrés. Quand je fais un clic droit liste objet, vous voyez, il affiche rien. Il ne voit aucun objet graphique. Et quand on clique sur tous, là on les voit ici. Parce que justement, ils ont été masqués pour éviter par défaut qu'on les supprime. Voilà, donc on le voit, hein, c'est le robot 0, enfin on a tout ça, c'est le numéro par rapport au préfixe qu'on a donné, avec un numéro derrière qui va de 0 à 17. Et du coup, si vous voulez les effacer, hein, vous les sélectionnez, vous faites effacer. Bon, ça c'était pour la démo. Donc pareil, là, ça vaut pas vraiment le coup de faire des tests. Vous pouvez toujours si jamais l'affichage marche ou pas, hein, mais vous pouvez toujours lancer le robot, mettre différentes tailles, vérifier que la taille d'affichage est bien entre rien, petit, moyen et grand. Quand vous bougez la fenêtre, vous vérifiez que ça reste toujours au centre. On a fait un système qui permet d'avoir toujours, si jamais ça bouge, on l'efface et on le redessine au centre de l'écran. C'est d'ailleurs dans la fonction ici onChartEvent où on appelle, si jamais le graphique bouge, si jamais la fenêtre du marché bouge, à ce moment-là, on fait ici, on appelle visu avec la fonction redessine, qui efface et qui redessine au centre de l'écran. Donc si vous faites ça comme test, en fait, ça permettra de vérifier déjà que le onChartEvent fonctionne bien, qu'il y a bien cette condition qui est bien utilisée et que l'effacement et le redessinage des petits boutons au milieu, c'est bien fait correctement. Donc là, vous allez pouvoir valider intégralement cette fonction. Allez, on remonte dans le onDIE onInit. Donc on a fait le contexte, on a fait le param, le visu, on a vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On a la classe surveillant. Alors surveillant, on va dans config,
Là, pareil, on va pas faire grand-chose, hein. Parce que qu'est-ce qu'il fait? En fait, ici, donc, il initialise deux variables d'information qui vont permettre de suivre et de surveiller justement les positions, l'état du robot quand on a des traitements derrière qui sont un peu autour des news. Et on a tout simplement l'initialisation de tous les textes, de tous les boutons, parce qu'en fait, c'est la classe surveillance qui va piloter l'affichage des boutons. Donc ici, c'est elle qui connaît quel bouton va être utilisé pour quoi. Donc c'est pour ça qu'on voit système de log, paramètres, réseau, etc., etc. Là, pour vérifier ça, c'est facile. Alors, si votre robot démarre, évidemment, hein, on met le robot dessus. Ici, on met un affichage avec une taille. Je vais mettre la grande taille par exemple. Et ici, il suffit de survoler avec la souris chaque bouton pour voir qu'effectivement, c'est bien le titre qu'on s'attend à avoir sur le bouton. Si ça fonctionne, déjà, si l'affichage se met en place, bravo. Et si vous avez le survol de la souris qui a ces petits messages qui apparaissent, encore bravo. Alors si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Alors le problème peut venir de l'affichage dans Visu. Donc là, franchement, je vous propose d'aller voir la vidéo qui regarde la création de la fonction Visu. Et si c'est pas suffisant, à ce moment-là, ça veut peut-être dire que vous avez un appel qui n'est pas fait. Alors ça veut dire quoi? Par exemple, si on va dans config, on a vu que dans config, on ne faisait rien. Et surveillant, il ne fait rien d'autre que initialiser les textes. Donc, où est fait l'affichage de ces petits boutons? Et bien, tout simplement dans le onChart event. Parce que le onChart event, forcément, il va être lancé dès que le marché va être ouvert. Il va être appelé. Et il va être forcément appelé avec un événement qui dit l'écran, enfin le marché, l'affichage du marché a changé. Donc on va appeler le redessine. Donc ça sera dans le redessine ici. C'est là-dedans où on va devoir tester, par exemple, la taille du marché. Ça, c'est la taille mémorisée avec la taille réelle. Si c'est différent, on fait quelque chose. Donc peut-être qu'il faudra vérifier ça. Donc c'est simple, hein. Ici on fait un print. Alors je ne le fais pas, hein, mais un print pour vérifier par exemple, déjà ici, dès le début on fait un print pour voir si on appelle bien redessine. Ensuite on met un print ici pour vérifier que on a passé ce contrôle. Alors juste avant on pourrait faire un print pour afficher la valeur de la taille et la valeur du préfixe. Parce que pertinemment, si on a soit une taille à 0, soit un préfixe vide, c'est que Visu n'est pas initialisé ou qu'on n'a pas demandé l'affichage. Donc ça peut être une solution pour justifier le manque d'affichage. Ici, juste avant, là, vous pouvez afficher les valeurs taille X, taille Y et la valeur récupérée vraiment par la plateforme. Comme ça, vous verrez si effectivement les valeurs sont identiques ou pas identiques. Et puis ici, après, il faudra aller dans Dessine pour vérifier exactement ce qu'il fait. On l'a déjà vu pour avant, je vais essayer de focaliser mes efforts plus sur la stratégie, le fonctionnement du robot plutôt que sur ça. Ça pour moi c'était un petit bonus pour vous montrer comment ça s'affiche. Donc si vraiment ça marche pas, focalisez-vous vraiment sur la vidéo qui en parle. Regardez-la, faites des arrêts sur image, vous verrez, c'est pas compliqué en soi, faut juste vraiment ordonner les différents traitements. Il n'y a pas de vraiment réelles conditions difficiles à gérer. Et puis, comme je vous ai dit, mettez des prints en entrée, à la sortie, pour afficher les valeurs des différentes variables, pour que vous compreniez s'il n'y a pas un blocage, s'il n'y a pas un manque d'initialisation. Typiquement, si la taille ici n'est jamais renseignée, comme elle est initialisée à 0, vous n'afficherez jamais. Donc c'est très très important de vérifier ça. Le préfixe, pareil. Le préfixe, c'est quelque chose qui est mis et qui permet d'avoir un nom unique sur le marché pour les objets graphiques. Si le préfixe n'est pas initialisé, pour X raisons, à ce moment-là, moi je décide dans mon code de dire si le préfixe n'est pas initialisé, c'est que la classe n'a pas été initialisée correctement, je n'affiche rien. Voilà, donc ça, c'est des tests qui sont très importants, et puis afficher leur valeur, ça ne mange pas de pain, et voilà, ça permettra de savoir un peu ce qui se passe. Allez, on remonte dans le config. Config, on a vu donc surveillant, on a vu strat. Ah bah non, strat. Justement, parlons-en. La stratégie.
Alors, la stratégie, là ça devient intéressant. Alors dans config, alors déjà je vous rappelle comment ça marche. Ce que j'ai voulu faire dans ce robot, c'est que j'ai voulu faire une classe qui gère les données qui sont, je vais dire, universelles pour des positions, pour une stratégie. Ça, c'est dans la classe données. On va y aller tout à l'heure. Et puis au-dessus, la partie qui est connue par le code du robot et qui est utilisée, c'est la stratégie. Là, celle-là, elle est propre, c'est votre stratégie. Il y a celle que j'ai faite, mais c'est là où vous mettez votre stratégie. Cette stratégie, elle est vraiment l'interface entre le fonctionnement global du robot, toute la mécanique du robot, et les données des positions et de la stratégie. Ces données qui sont universelles pour toutes les stratégies. Et là, on appelle la stratégie. Alors, la stratégie, elle est avec plusieurs paramètres. Elle a ici son nom. Pourquoi son nom? Parce que dès qu'il va se passer quelque chose, je vais faire des logs, je vais faire des alertes sur le téléphone ou autre chose, et je veux que son nom soit indiqué. Si un jour vous avez un robot, vous mettez plusieurs stratégies ensemble, vous avez plusieurs robots différents sur différents marchés, vous serez bien content de savoir de quelle stratégie on parle. Donc le nom est important. La période, par défaut, le robot travaille dans la période du marché. C'est-à-dire que si vous avez le robot que vous avez mis sur le marché en M15, il va travailler en M15. D'un seul coup, vous allez l'afficher en M5, le robot va passer en M5. Toute la gestion des ordres et des positions ouvertes seront gérées en M5, alors qu'ils ont été ouverts en M15. Et puis, le nom du répertoire, il sert à quoi? Il sert à sauvegarder, déjà à lire les données qui ont été sauvegardées lors du dernier fonctionnement du robot avant qu'on coupe la plateforme. Ça permet donc de sauvegarder à chaque fois, dès qu'on finit le robot, on sauvegarde les données, comme ça si jamais il y a un problème, et par exemple on doit couper la plateforme, une mise à jour par exemple, ou une coupure d'Alim, vous rallumez votre PC, vous remettez votre plateforme, le robot, dès le début, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire les données anciennes qui ont été enregistrées sur le disque. Donc il faut lui donner l'endroit où on enregistre. C'est le même répertoire théoriquement que là où on met les logs. Et puis donc dans cette fonction config, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle le config des données, puisqu'en fait on va grouper pas mal d'informations dans la classe des données. On va aller voir tout à l'heure les données. Ici ensuite, là je fais l'initialisation des indicateurs que la stratégie va utiliser. Alors sur MT5, MT4, on ne les fait pas. Il n'y a pas de choses à faire. Donc voilà, donc ça c'est purement du MT5 et c'est effectivement dans la stratégie que l'on va effectivement traiter ça. Donc là, c'est pour la stratégie que je vous ai donné comme exemple, mais vous pouvez faire la vôtre. C'est là qu'il faudra faire l'initialisation de vos indicateurs. Et puis ensuite, c'est fini. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Au niveau de la stratégie, c'est que des indicateurs et c'est que pour MT5. Maintenant, dans les données, qu'est-ce qu'on fait dans les données, dans le config des données? Donc on a les mêmes paramètres, je ne reviens pas dessus. Ici, donc, on a des init ici de l'environnement des données, c'est-à-dire que par défaut, on part sur un numéro de détection qui est nul. On enregistre la période qu'on va utiliser, donc la période, l'unité de temps du marché, enfin du robot plutôt. Le nom de la stratégie, on met à vide pour l'instant, et le nom du fichier, on met à vide aussi. Pourquoi on met à vide? Parce que dès le début, par défaut, tout est vide. Et ça me permettra de voir si on a des problèmes d'init. Si on a un problème d'init, je ne renseigne pas ces valeurs. Donc dans les traitements futurs, si je vois que les valeurs ne sont pas initialisées, sont vides, ça voudra dire que j'ai eu un problème à la config. Et donc je saurai que la classe n'est pas initialisée. Donc par défaut, on initialise. Et puis ensuite, on travaille le contenu. Donc là, par exemple, je récupère le chemin, donc le répertoire. Je nettoie le répertoire, je contrôle, de toute façon on l'a vu pour les logs. Donc tout ça c'est comme les logs, et si j'ai un problème, je dis comme dans les logs, alors théoriquement, puisqu'en fait c'est le même répertoire, si j'ai un nom de répertoire qui marche pas, j'aurai une erreur dans les logs et je vais péter dans les logs. Il sera un peu doublon celui-là. En tout cas voilà, donc là je mets un message d'erreur dans les logs, et puis ici je sors en disant faux, l'init c'est mal passé. Pareil pour la stratégie. Là, c'est particulier, je récupère le nom, je nettoie aussi, donc je vire les espaces, les tabulations qu'il y a autour. Et ici, je crée le nom de la stratégie. Donc, je prends le nom du marché et je mets entre parenthèses la valeur de la période qui est récupérée en texte dans cette fonction-là. Et puis après, ici, je contrôle. Est-ce que le nom de la stratégie a un nom de fichier qui est cohérent, qui est complet? Par exemple, si je mets des caractères bizarres,
Un slash par exemple ou n'importe quoi dans un nom de stratégie, c'est pas un nom de fichier qui est accepté. Donc je le teste, si jamais c'est en erreur, je le dis et je sors KO. Sinon, j'enregistre le nom du fichier et le nom de la stratégie. Moi, ce que je vais faire ici, je vais afficher justement le nom du fichier et le nom de la stratégie. Ça me permet en fait de vraiment repérer les résultats de l'init de la stratégie. Ici, je fais la lecture du fichier. Alors, les fichiers, ça va vachement ressembler à ce qu'on a vu pour les paramètres. Donc là, je mets le fichier, l'indice à 0 et le fichier de détection à vide. Comme ça, tout est vide. Même si je l'ai fait avant, mais au moins comme ça, c'est une fonction qui peut être rappelée ultérieurement. Donc, l'environnement de cette fonction, j'efface tout. Voilà, c'est là où je protège. Sinon, la stratégie est vide, je ne fais rien. Après, je regarde si le fichier existe. Si le fichier n'existe pas, je dis fichier absent. Ça, on l'a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, qu'on a fait les premiers tests, j'avais pas de fichier, j'ai mis un répertoire vide, et j'ai eu ce log-là dans le fichier dlog. Donc j'ai eu ce message-là. S'il est vide, en fait, si les fichiers n'existent pas, c'est pas une erreur en soi, c'est qu'il n'y a rien à sauvegarder, donc on s'en fout. Sinon, écoutez, ici, j'ouvre le fichier, je regarde si le fichier s'est correctement ouvert. Sinon, là, je sors aussi. Et s'il est ouvert, je boucle sur toutes les données. Ça, c'est intéressant à tester quand, par exemple, vous vous mettez en simulation. Vous mettez en simulation sur un marché et vous faites en sorte que le robot ouvre au moins une ou deux positions. Vous pouvez faire une stratégie très très basique avec une seule moyenne mobile et le marché quand il monte au-dessus ou descend, ça ouvre et ça ferme. Juste pour test, faites-le en démo. Et surtout, vous avez du coup des positions qui vont être ouvertes. À ce moment-là, ce que vous faites, vous allez dans Écrire fichier ici. Dans Écrire fichier, il y a le même tambouille. En fait, on regarde le nom du fichier, on l'ouvre et là, on écrit. On fait le write structure. Juste avant ici, vous allez faire des prints et vous allez afficher les informations. Celle-là et toutes les petites informations qui sont dans cette structure. Et cette structure, je vous rappelle qu'on les a dans les types. Voilà, et on les a ici. Donc numéro détection, numéro ticket, le sens, la taille, l'entrée, le stop et tout ça. Donc tout ça, vous le récupérez ici. Je vous montre, mais je ne le fais pas. On va dans Données. Et ici, dès qu'on fait le write structure, ici vous faites un print avec les données. Donc vous faites ça. Je ne vous le fais pas, mais je vous montre quand même. Vous rajoutez ça devant. Voilà. Vous faites un print où vous mettez ces informations-là, juste avant l'écriture. Ça veut dire que le robot va quand vous allez arrêter le robot, vous allez afficher toutes les données qui vont être sauvegardées. Et ça, là, ce groupe d'informations qui sont donc connues quand vous faites l'écriture, donc à la fin du robot, vous les récupérez et vous faites un print ici, dans le read ici. Alors bien sûr, après le read. Ici, vous faites un print de ces mêmes données, donc de ces données qui sont dans le L données par contre. Ah oui, parce que c'est pas on l'a pas encore enregistré dans le tableau. Donc ce sont ces données qu'il faudra afficher à l'écran. Et normalement, voilà ce qu'il faut faire. Vous avez un robot qui tourne, il vous ouvre une, deux positions, alors qu'il ne ferme pas évidemment, il laisse ouvert. Et quand vous avez au moins une position ouverte, vous fermez le robot. Le robot, lui, va se fermer et il va sauvegarder les données. Vous devrez les voir à l'écran. Après, vous relancez le robot. Et là, vous devrez retrouver les mêmes données. Alors, si vous n'avez pas les mêmes données, déjà, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, théoriquement, le type d'ouverture du fichier ici, avec ici le file common, read et bin, si vous êtes gouré là-dessus. Mais, par contre, ce qui peut arriver, c'est que le fichier n'est pas enregistré, ou enregistré au mauvais endroit, ou lu au mauvais endroit par rapport à l'écriture et la lecture, et vous pourriez avoir une différence. Donc si ça peut arriver, vous allez sauvegarder vos données, et quand vous relancez, vous ne lisez rien. C'est qu'à un moment, le fichier n'est pas lu, tout simplement. Donc là, il faudra voir la taille du fichier, l'emplacement réel et tout ça. Voilà, ça c'est une solution pour débugger.
que je ne fais pas. Je veux me focaliser sur la stratégie et sur le fonctionnement du robot plus en globalité. Mais voilà, si jamais vous avez des problèmes, c'est ça qu'il faudra faire. Donc là, je compile. Alors tiens, justement, j'ai un peu écrit à 2-3 endroits, je ne sais plus où j'ai écrit. Je recherche, je ne sais plus où j'ai fait. Voilà, c'est là. Voilà, ici, j'ai fait un print. Alors, ce qui peut se passer quand on fait donc du debug, le debug, on va faire beaucoup de modifications dans les sources, alors soit pour faire des prints comme j'ai fait là, ou pour faire des petits trucs, des petites bidouilleries, ou des corrections, ou des changements, tout ça. Il y a des choses qui sont juste pour le debug qu'on va mettre pour les effacer derrière. Des fois, on les efface correctement, des fois, on oublie de les effacer, et des fois, quand on efface un petit peu trop de choses. Et ça, c'est très embêtant, parce que vous êtes censé, après votre phase de debug, avoir un code qui marche mieux que ce qui fonctionnait avant. Et comment savoir si on n'a pas fait de bêtises en faisant le debug? C'est très simple. Avant de commencer votre phase de debug, vous prenez tous vos sources, vous les mettez dans un répertoire à part, et vous travaillez dans un répertoire de travail, où là vous faites vos prints que vous effacez derrière tout ça. Quand c'est fini, vous avez tout simplement une comparaison des fichiers entre les deux répertoires. Vous avez beaucoup de fichiers qui permettent de faire le comparaison de deux fichiers ou de deux répertoires. Utilisez-les. Je sais que dans une des vidéos, je vous explique que moi j'utilise Compare Beyond. WinDiff aussi pour Windows qui marche. Bah, utilisez ces outils-là, hein. Faites-le pas à la main, ça va être une misère. Mais vous avez moyen de comparer tous les fichiers de deux répertoires différents et de retrouver où sont les différences. Et dans ces différences, vous avez des choses que vous avez corrigées, donc ça c'est normal, et des choses qui pourraient avoir bougé sans forcément que vous vous en rappeliez. Soit vous avez oublié un print, de le retirer, ou vous avez effacé une ligne et vous dites mais pourquoi j'ai effacé ça, c'est pas normal, c'était une erreur. Donc faites deux répertoires, un avant la phase de debug et un qui est la phase de debug, et quand vous avez fini tout, vous faites cette comparaison pour être sûr de rien oublier, de ne pas laisser une coquille là-dedans. Ça c'est une petite astuce que je vous propose. Bon bah là on va tester, on va juste vérifier que la stratégie a bien les deux bonnes valeurs. Donc je vais dans le marché, j'ouvre le marché et je vais glisser le robot ici. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que j'ai fait une coquille. Filename égale vide et non stratégie égale vide. Là j'ai dû faire une bêtise. Ah bah oui, là, oui, bien sûr. On va peut-être afficher après l'avoir renseigné quand même, hein. Ouais, ça marchera un peu mieux. Allez, ça va, c'est pas grand chose. Allez, je recompile, tac, ça va relancer le robot automatiquement. Voilà, j'ouvre la plateforme et on voit qu'effectivement, le filename, c'est bien Darwin 0 avec le nom de la stratégie, le nom du marché et la période. Et le nom de la stratégie, c'est S-Test AUDCAD H1 avec un petit tiret derrière. Alors ça sert à quoi ce petit truc-là? C'est que dans tous les logs que je vais faire, dans tous les messages, dans toutes les alertes, ça sera préfixé par ça, par le nom de la stratégie. Donc il contient le nom de la stratégie, donc c'est le S-Test, le marché et la plateforme. En fait, dans un nom, j'ai trois informations en même temps. Et depuis le début des tests, on a ce genre de choses là, avec les répertoires. Ça vient d'où? Eh bien, ça vient tout bêtement de notre code, car dans Darwin, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a fini toutes les configs de chaque classe, on appelle le valide contexte. Et valide contexte est une fonction donc, qui est située dans le darwin.mqh qui lui fait tout simplement de l'affichage. Déjà ici, on affiche dans la console le répertoire des logs et le nom du fichier param. Et puis ensuite ici, on crée un texte. On a des petits drapeaux pour afficher dans une petite fenêtre. Et c'est là où on affiche toute la fenêtre d'affichage. On rejoint, c'est bien le message tel qu'il est affiché, qu'on voit à l'écran. Alors, sur MT4, on n'a pas ces petits trucs de message. Par contre, sur MT5, on l'a. Donc, sur MT4, les deux prints que j'ai fait au tout début, qui rappellent le répertoire des logs et le nom des fichiers des paramètres, c'est intéressant, puisque j'ai pas ça. Par contre, sur MT5, on pourrait faire un ifdef MT5 pour éviter d'afficher deux fois l'information qui est ici et qui est là. Bon, c'est une petite chose, c'est pas grand chose, hein, mais donc on pourrait faire quelque chose qui soit plus propre entre MT5 et MT4. En tout cas, à ce niveau-là, si vous avez tout ce qu'on a vu, avec tous les tests, tous les messages, toute l'information affichée, jusqu'à la fin, là,
donc ces 14 étapes, on a vu il y avait 14 étapes et que tout est fait correctement, vous pouvez être quasiment garanti que votre initialisation de votre robot est fait correctement. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, je vais effacer mon print. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Il y a plusieurs choses. Donc, on a vu le onInit. C'est bon. Pour moi, on l'a vu correctement et complètement. Le onDinit, c'est... On verra. On verra si on le teste. En tout cas, vous pouvez le tester de votre côté. Mais c'est pas ça le plus important vu que là, on est à la fin du robot. OnChart Event, on a vu, c'est normalement quand vous avez l'affichage ici, si vous bougez votre marché, vous voyez, ça va tellement vite au niveau effacement et affichage qu'en fait on ne voit pas l'écart. Normalement, on voit l'objet graphique qui bouge avec le marché et qui est effacé et redessiné. Si vous mettiez des pauses entre chaque, vous verriez ce genre de choses. Là, c'est extrêmement rapidement, donc on ne voit pas la différence. Donc vous bougez le marché, si ça reste au centre, pas de problème. Si en survolant vous avez un petit message, pas de problème. Même sur l'encadrement, hein. Donc il y a des codes de couleurs très très simples, hein, vert, rouge vert quand c'est bien et rouge quand c'est pas bien. Et pour l'encadrement, rouge quand on est en arrêt, bleu quand on est en simulation et vert quand on est en run. Alors déjà une chose importante, si vous avez votre robot qui affiche tous les petits boutons là, ces boutons sont importants pour vous comprendre, hein, votre environnement. Si tous les petits boutons sont verts et que votre robot ne prend aucun thread, deux choses l'une, soit l'affichage est mauvais, c'est possible, mais j'ai un doute, soit vous avez une stratégie qui est mauvaise, ça m'arrive tout le temps, donc vous ne serez pas les premiers, pas les derniers. Soit vous avez votre robot qui a peut-être un blocage quelque part. Et maintenant, on va travailler sur ces blocages-là. On va regarder un peu la mécanique globale. Et après, on fera du backtest. Dans une prochaine vidéo, on fera vraiment du backtest. Et on va tester la stratégie, vérifier chaque point d'entrée, chaque point de test. Et c'est dans la vidéo prochaine où on va vraiment tester la stratégie et toute la mécanique du robot. Quand on a l'ouverture d'une position, le suivi de la position, la fermeture d'une position. Voilà. C'est pas dans cet épisode-là, parce que là, on va encore s'occuper de la mécanique globale. Mais après, on va s'attaquer vraiment au backtest et ça va être sympa. Quand on teste, il y a divers principes de base. Au début, ce que l'on fait, c'est qu'on crée un contexte. On crée un contexte qui est souvent basé sur des hypothèses. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va suivre les informations, tracer les informations, les données, on va vérifier les fichiers, on va vérifier les affichages, tous ces petits trucs-là. Ça, c'est par rapport au contexte, vérifier qu'on est bien cohérent et que ça répond bien au contexte. Ensuite, on va suivre les traitements, vraiment, les traitements. Un logiciel fait des actions avec des données et il écrit dans des données, mais il fait surtout des traitements, des calculs et autre chose. Ça, il faut les traiter aussi, vérifier le séquencement et tout ça. Et puis, il y a un quatrième point qui n'est pas des moindres, c'est vous devez vous poser des milliers de questions. Vous devez vous poser des questions sur chaque étape, sur chaque donnée, le pourquoi c'est ça, pourquoi. Et vous voyez ces 4 points, la base de la réussite d'un logiciel et d'un test de logiciel, c'est que vous devez impérativement avoir une réponse en face de chaque pourquoi. Une réponse en face de chaque pourquoi. S'il y a un pourquoi qui n'a pas de réponse, creusez, fouillez. Vous devez impérativement avoir une réponse. Ça, c'est un principe. Alors après, ça peut s'appeler dans différentes normes de tests et tout ça, comme ISTQB qui fait toute une formation autour de ça, mais quelque part, c'est les principes de base. Vous posez des questions par rapport à un environnement, des traitements, des données, et vous devez avoir des réponses. Donc arrivé à notre niveau, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, en fait, on va se créer différents contextes. Vous allez vous créer différents contextes. Au début, vous démarrez votre robot dans un répertoire qui n'existe pas. Vous allez voir comment le robot se débrouille. Est-ce qu'il y a des messages d'erreur? Est-ce qu'il crée les fichiers? Est-ce qu'il crée les répertoires? Est-ce que tout se crée naturellement? Le contexte vide. Et le contexte après l'init, c'est tous les fichiers sont créés, le robot n'a pas d'erreur, les logs sont corrects et tout ça. Vous avez vraiment créé cet environnement à partir de zéro. Ensuite, puisque le contexte existe, vous coupez votre robot et vous le relancez, mais maintenant avec un contexte qui existe. Est-ce que le robot supporte et récupère les données d'un contexte déjà existant?
Est-ce qu'il y a par exemple un conflit de fichiers déjà existants, une écriture d'un fichier qui est déjà là, donc ça peut créer une erreur? Est-ce que tout se passe naturellement? Et si vous n'avez pas d'erreur, ça veut dire que vous avez validé le contexte ou tout bêtement, quand le robot démarre avec un environnement déjà créé, ça se passe très très bien. Ça, c'est un deuxième contexte à vérifier. Ça, ce sont des choses à faire, on va dire, dans un domaine statique. Maintenant, l'autre chose, c'est de faire la même chose avec un marché qui est fermé ou avec un marché qui est ouvert. Vous faites ça un dimanche sur un marché forex qui est fermé, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur, par exemple, d'init du marché, des valeurs ou autre chose. Et vous faites un jour de 2 semaines pendant l'ouverture du marché, et là vous vérifiez qu'il n'y a pas de changement. Normalement, le robot doit se comporter exactement de la même façon. Et puis on l'a vu tout à l'heure avec Visu, mais c'est une petite option, vous ouvrez votre fichier et vous manipulez sur écran. Vous manipulez, vous faites plein de choses, vous ouvrez le robot, vous fermez le robot, vous changez la taille de votre marché, la taille de votre fenêtre, vous changez les unités de temps, vous manipulez, et ce qu'on appelle, c'est le monkey test, le test du singe. Vous faites tout et n'importe quoi sur votre plateforme devant le robot. Le robot doit être robuste. S'il plante, ou s'il y a une erreur, un message quelconque, il faudra reproduire ce que vous avez fait et comprendre ce qui se passe. En fait, le but en vous disant ça, c'est à vous, hein, mais vous devez anticiper tout ce qui peut se passer quand vous utilisez votre robot. Alors, il y a le côté normal, entre guillemets, j'ouvre le robot, je laisse, je le regarde, et puis j'éteins le robot, il a pris des positions. Dans le monde de oui-oui, dans le monde imaginaire de tout va bien, c'est ce qui va se passer. Mais vous pourriez avoir une coupure de jus, ou vous pouvez avoir une perte du réseau, Internet qui tombe par exemple. Vous pouvez avoir un problème d'affichage, avec d'un seul coup plus d'affichage. Qu'est-ce que je fais? Je coupe le robot, je coupe le PC, qu'est-ce que je fais? Comment je le récupère? Vous pouvez avoir aussi des problèmes de configuration, mais ça c'est un peu plus délicat. Le marché qui se fige, enfin, vous pouvez avoir beaucoup de choses qui passent, et normalement le robot doit peut-être vous informer de l'erreur en cours. En tout cas, il ne doit pas se planter. Je vous rappelle que le robot joue avec votre argent, c'est le but. Donc, prenez le temps de tester tous ces cas. On a vu onInit, on a vu onDayInit, en tout cas on peut le voir, mais c'est pas grave. Le unchart event, on l'a vu un petit peu en manipulant la dernière fois. OnTimer très intéressant, ce qu'il va appeler traitement régulier, qui lui va vraiment gérer vraiment toute la mécanique du robot. Et le onTick, c'est quand le marché est en route, on appelle aussi traitement régulier. J'ai fait en sorte d'avoir les mêmes appels. Par contre, dans le onTick, on a ici le traitement de la stratégie, puisque dans le onTimer, c'est plutôt pour du suivi d'affichage, de gestion des positions ouvertes par exemple. Par contre, c'est quand le marché est ouvert que chaque modification du marché va appeler untick. Et c'est là où on va vraiment gérer la stratégie. Alors on a déjà vu que cycliquement on appelait untimer dans la vidéo précédente. Alors on pourrait refaire un print, hein. Par contre, moi ce que je veux, c'est surtout ici, je veux vérifier que j'appelle bien untick. Si le marché est ouvert, je veux voir les appels. Ça c'est important. Après, dans traitement régulier, donc il est en dessous, traitement régulier, là on appelle du monde, hein. On fait les param. Donc là, ça sera l'occasion de vérifier si, de façon régulière, on va voir si le fichier des paramètres a été modifié. Donc, dans le param cyclique, ici, je contrôle le temps. Et bien ici, après avoir fait ça, je vais faire un print, et ce print va contenir contrôle du fichier intervalle régulier. Alors ça, je vous rappelle, on l'a fait quand on a fait l'init, puisqu'en fait on appelle quelque part le traitement cyclique. En fait, on reprend les mêmes prints qu'on avait fait quand on avait lancé le fichier, sauf que maintenant je veux le voir, je veux voir ce traitement, et je veux surtout le voir de façon cyclique toutes les minutes, parce que je crois qu'on l'a fait toutes les minutes. Voilà, donc bon, l'extrait de données, on a déjà vu que ça fonctionnait, donc c'est pas la peine d'y aller. Par contre, là, ce que je veux voir, c'est que ici, j'aurai l'information de si on vérifie cycliquement dans toutes les minutes si le fichier paramètre a été changé. Ici, je vais vérifier si effectivement le fichier existe. Il n'y a pas de raison, mais ça peut arriver. Et ici, je vais passer là uniquement si la date du fichier a été changée. Donc ça, c'est très important et ça devrait être appelé à peu près toutes les minutes. En tout cas, ce traitement, toutes les minutes, et celui-ci uniquement si on a changé le fichier param. Extraction données, bah, c'est quand on extrait les données, bon ça on verra tout à l'heure. On va déjà vérifier la mécanique. Dans le contexte ici, qu'est-ce qu'on fait dans le traitement cyclique contexte?
Alors qu'est-ce que je fais ici? Je vérifie que le marché est ouvert. Bon, c'est toute la vérification des états. C'est intéressant. Et là, par exemple, ce qu'on pourrait faire, si je cherche ça, on teste, hein. Donc je teste. Ici, on fait tout un blabla des contrôles par rapport au temps, parce qu'on peut différentes choses. Voilà, ici. Ah bah tiens, on pourra, puisqu'en fait on a vu que les logs fonctionnaient, on pourra tout bêtement vérifier les logs. Si les logs ont l'information que le marché devient ouvert, on aura une information, et si le marché est fermé, on aura aussi une information. Est-ce qu'on fait des prints? On peut. Tout ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir carrément déjà toute l'information au même endroit. Donc, on peut faire un print ici, la même chose, hein, voilà, on ne va pas s'embêter. Voilà. Et je vous propose, alors je ne le fais pas, mais je vous propose de faire ça, pareil, ces prints-là. À chaque fois qu'il y a un log ici, vous faites un print avec. Comme ça, dès qu'on aura un changement, on va le voir à l'écran et vous aurez un seul et unique endroit à aller voir, c'est dans la console ici. Déjà ici, on supprime le robot, on le retire. Ici, on efface tout. Comme ça, à chaque fois, vous voyez, vous avez un environnement qui est clair, qui est sain. Bon là, j'ai uniquement fait pour le marché ouvert et fermé. Voilà, c'est juste pour un essai, c'est juste pour vérifier qu'effectivement, on a ce message-là. Donc, théoriquement, je crois qu'au début, on le considère comme fermé, puis après, on voit qu'il est ouvert, ou plutôt l'inverse. Voilà, c'est compilé. Donc là, je vais sur le marché, je glisse le robot. Donc là, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Contrôle du fichier, intervalle régulier, ça c'est ce qu'on a fait donc dans le contrôle du fichier param. Teste le fichier de paramètres s'il existe, oui, et la date est modifiée. De toute façon, oui, c'est clair, puisque par défaut, la date est à 0. Donc là, il nous a fait la lecture du fichier param. On l'a déjà vu pour le uninit. Ici, il considère que le marché est ouvert. Alors là, l'avantage que j'ai, moi, c'est que le marché va être vu comme étant fermé, vu que c'est un code, vu que je travaille sur un compte qui n'est pas opérationnel. Et vous voyez ici, on voit le réseau, il est vide. J'ai pas de réseau là pour l'instant. C'est pour ça que ici, il m'a mis connexion réseau, il est rouge. Ici, configuration du compte, rouge aussi, parce que forcément, je ne suis pas connecté sur mon compte. Ouverture du marché, maintenant c'est rouge. Et puis ici, hors zone de coupure, ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ici, il m'a refait, déjà, tiens, il a vu que le marché pour lui était fermé, vu que rien n'a bougé pendant environ une minute. Ici, il me refait un contrôle du fichier et il teste si le fichier existe. Et il l'a fait à 17:49:35 et juste avant, c'était 17:48:35. Donc il y a bien une minute entre chaque contrôle. Alors ici, je retrouve donc toutes les minutes, en fait, il reteste. J'ai été ouvrir le fichier param.dta. On retrouve d'ailleurs la petite erreur que j'avais faite avec le 2R là, pour vérifier qu'on avait bien le contrôle d'un préfixe d'attribut de paramètres qui n'existait pas. Je efface et je sauvegarde. Donc là, il est bientôt, il va de le faire. Donc, ce qui fait que dans une minute, il va faire le contrôle de fichier à intervalles réguliers. Ça, très bien. Il va tester que le fichier existe. Oui. Et on devrait voir apparaître le petit fichier, le petit message. Et on devrait voir apparaître le petit message qui dit que le fichier a été modifié. A few moments later. Voilà. Donc, il vient de nous faire effectivement contrôle du fichier, intervalle régulier, test du fichier et la date de modif différente. Donc là, on a validé quasiment l'intégralité de la gestion des paramètres entre la création, donc la première lecture à uninit, et puis la lecture cyclique des fichiers avec tout le contenu du fichier param. Donc là, on est bon sur les paramètres. Après, quand on lit ici, parce que le cyclique, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sort ici un booléen, et ce booléen, il est à vrai uniquement si on extrait les données. Par défaut, il est à faux. Donc si on extrait les données, on va aller dans ce traitement-là, extraction paramètres. Extraction paramètres, il est au-dessus. On configure donc la partie monnaie et dans lequel on va récupérer différents attributs. Et surtout, on va ici récupérer les données entre le risque, la perte journalière, la perte hebdomadaire et puis le trailing stop. Je ne le fais pas, mais je vous propose d'aller dans monnaie et dans les fonctions ici, faire le print de la fonction avec la valeur qui est passée en paramètre. Ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à valider que quand vous allez changer une information dans les param.dta, c'est bien lu cycliquement par les params, donc toutes les minutes, et que si la valeur étant reçue, vous allez appeler ici. Deux contextes à faire. Vous avez potentiellement une ligne trailing, par exemple, qui existe, et vous allez appeler trailing stop,
Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, le paramètre verra qu'ici, ça a été renseigné, ça a été lu. Donc il a un paramètre. Donc il l'enverra. Pareil pour max week, max loss, day, max loss et le risque. Ces 4 informations-là, vous les mettez ou vous ne les mettez pas. Et dans la fonction set risque, set perte max jour, set perte max hebdo et set trading stop, vous verrez l'appel avec la valeur qui a été reçue. Pourquoi on fait ça? Parce qu'ici, vous voyez, on fait monnaie config. Et je vous rappelle que monnaie config, c'est qu'on met tout à zéro dans la gestion du money management. Donc tout est mis à zéro et après, on ne renseigne que ce qui a été reçu dans le fichier param. Pareil ici, vous faites pareil, hein. Vous faites le set run, le set simulation, vous mettez dans le contexte un petit print au début de la fonction set run et set simulation avec la valeur du paramètre. Et vous jouez avec le fichier param, vous mettez, vous retirez les paramètres et vous verrez ce qui se passe. Bien sûr, pareil pour la taille, pour visu. Tout ça déjà, bon, visu sera visuel, hein. Vous mettez 1, 2, 3 ou 0 dans les fichiers param, vous verrez très bien à l'écran que c'est pris en compte. Donc ça, c'est pas grand-chose, c'est juste un traitement qui est appelé uniquement quand on reçoit des nouvelles données dans le fichier param, que s'il a été modifié, et ça permet d'envoyer, de dispatcher les différents paramètres dans les différentes classes qui en ont besoin. Ensuite, on a le traitement cyclique pour le contexte. C'est pas très compliqué. Là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on appelle les différents états contrôlés. Donc là, c'est comme on a vu tout à l'heure, on va vérifier différents attributs de la plateforme ou du marché ou d'environnement pour regarder si effectivement le marché est ouvert ou non, si les données du marché on les reçoit ou on les reçoit pas, si le réseau est correct. Voilà, toutes différentes choses. Et ça sera à vous de manipuler pour essayer de créer une erreur ou un environnement qui est négatif ou positif pour valider d'une part l'information sur l'affichage, si vous avez Visu qui est en place, et puis l'envoi ou la réception dans les différentes fonctions. Ensuite, monnaie, dans monnaie, le cyclique. Alors là, pareil, vous avez différentes choses. Vous avez ça, là, qui est très très important. Ça, ces valeurs-là, ça va conditionner toutes les données monétaires, aussi bien pour la stratégie que pour le suivi de votre compte, que pour... enfin, tout. Donc moi, ce que je propose ici, c'est de mettre un grand print qui va contenir tout ça. Alors, c'est un print qu'il faudra mettre juste un petit moment et puis après le virer, parce que ça va être un peu lourd, hein. Alors, je vous le fais. Alors voilà, je viens de finir, donc ça c'est un print qui est très très long. Alors quand vous avez ce genre de print très très long, rien ne vous empêche, par exemple après la virgule, de faire un retour chariot ici. Alors, vous pouvez mettre ça sur plusieurs lignes, hein, ça pose aucun problème. Par exemple là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà, vous pouvez faire ça, c'est plus lisible quand même. Et qu'est-ce qu'il va faire le compilateur? En fait, il va commencer la ligne ici, sur le print, et il va continuer à lire jusqu'à temps qu'il trouve le point virgule. Donc, soit vous mettez ça sur une ligne, mais ça va déborder de votre page, ça va être énorme, soit vous mettez comme ça des retours, et lui, il va prendre, comme j'ai fait là, hein, il va prendre jusqu'au point virgule, donc ça pose aucun problème, et c'est plus lisible. Et puis ici, le vérif résultat jour et hebdomadaire, on pourra afficher les résultats, mais pour l'instant, on s'en fout. Pour l'instant, ce qu'on veut juste voir, c'est voir l'environnement du robot, voir quelles sont les données avec lesquelles il va manipuler. Allez, on compile. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'ouvre le marché. J'ai préparé l'environnement, j'ai tout effacé. Je lance Darwin. Alors, on voit que le traitement ici, il est réveillé toutes les secondes. Et qu'est-ce qu'on a? On a des informations qui vont en fait être utilisées par le robot pour calculer les tailles de l'eau, pour donc du coup valider les positions si elles sont utilisables ou non, pour vérifier aussi le côté money management avec les pertes, les niveaux de pertes, les niveaux du take profit, tout plein de choses qu'on manipule ici. Si vous avez des valeurs vides ici, nul par exemple, c'est que vous avez un problème. Même moi avec le marché ici qui est cassé, enfin qui est coupé puisque j'ai pas la liaison, il a mémorisé les valeurs antérieures. Ce qui fait que j'ai bien ma taille de l'eau minimum et maximum. Ici la valeur du point, ici la taille du point, bon là c'est 1 pour 1 donc c'est bon, on est sur le même prix. Le stop mini, c'est que là en fait on peut faire un stop à 0, bon, c'est un peu ridicule. Le nombre de digits après la virgule, ça c'est important quand on va faire l'affichage. Et puis ici, le nombre de digits de la taille de l'eau. Ici, c'est pareil quand on fera de l'affichage pour pouvoir avoir un affichage qui soit cohérent et pas des nombres à virgule qui n'ont aucun sens. Donc pour moi ici, avec ces valeurs-là, je sais que je suis cohérent. Je ne connais pas donc la vraie signification de chaque chose, mais je sais que rien n'est nul. Donc j'ai des informations qui sont bien lues sur le marché. Donc ça, hop, je peux le retirer. Ici, on verra quand vraiment ça sera en fonction. Le surveillant cyclique, il fait quoi lui? C'est lui qui renseigne la classe visu.
Donc il va récupérer l'information qui vient des logs, des paramètres pour voir si la config est OK, des contextes pour vérifier si les marchés avec tout l'environnement est bien correct. Si la stratégie est bien configurée, il va mettre un petit truc vert, sinon il mettra du rouge. Tous les paramètres, savoir si on n'est pas dans un environnement qui peut poser problème. Et puis les résultats, si on est bon ou pas bon par rapport à nos résultats et nos limites. Donc ça, c'est purement de l'affichage. D'ailleurs, à la fin, il fait affiche. Enfin, c'est là où il va rafraîchir l'affichage. Ensuite, ici, il met à jour le tooltip. Si on a un résultat et qu'on est sur le survol du bouton résultat, en fait, il va mettre à jour le petit texte et on va le voir vivre en temps réel. Ici, c'est pour gérer les zones de coupure. Pour l'instant, on s'en fout, on n'est pas dynamique. Ici, les zones de sécurité, c'est pareil, c'est que quand on a un marché qui est ouvert. Ben voilà. Donc là, il ne fait rien de particulier, à part l'affichage de visu. Nettoie détection, c'est uniquement quand on a le marché qui est en cours et des détections en cours. Pour l'instant, il ne fait rien. Et puis ici, on retourne à une information qui n'est pas utilisée. Ben voilà. Là, je crois qu'on a fini parce que ici, ben après, on est dans la stratégie qu'on verra dans l'épisode suivant. Bon, encore un bel épisode. Je vais finir sur un petit truc. Pour tester, parce que là, je vous montre plein de choses, après c'est à vous d'intégrer, mais pour tester, il y a deux grandes façons. Soit on part de la conclusion, c'est qu'en fait on a un environnement, on s'attend à avoir ce résultat. Si on a ce résultat, on valide toute la chaîne de traitement, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une coquille dedans. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des erreurs, une erreur qui est corrigée par une autre erreur inversée. En fait, j'avais deux erreurs et en fait j'avais un bon résultat. Sauf que dans ma chaîne, j'avais deux erreurs qui faisaient que ça rebondissait, ça retombait sur ses pieds. C'était pas top. Mais j'avais mon résultat. Donc si vous partez de la conclusion, vous êtes garanti, entre guillemets, que ce que vous attendez est bien ce que vous avez, mais vous ne garantissez pas l'intégralité de la chaîne de production de ce résultat. Donc il y a un positif, c'est qu'on va vite voir que ça marche ou que ça marche pas, mais vous ne garantissez pas les intermédiaires. L'autre solution, c'est partir du début. Chaque petit point, vous allez le prendre, valider ça, passer à la suite, traiter, valider, et jusqu'à aller au résultat final. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus long. Alors il y a une troisième solution, c'est ce qu'on appelle la dichotomie. Vous avez du point A au point Z, vous avez une espèce de, hop, comme ça, vous avez deux environnements avec le début et la fin, et bien en fait vous allez tester au milieu. Si le milieu fonctionne, très bien, on reteste, au milieu là, ça fonctionne, puis à la fin vous testez la fin, si c'est assez court. C'est-à-dire que là on découpe. Ça veut dire que si vous avez testé au milieu et que vous attendez un résultat et que c'est pas le bon, c'est qu'il y a un problème entre là et là. Du coup, après, vous pouvez tester la fin. Normalement, hein, quand ça marche pas au milieu, ça marche pas à la fin. Vous testez la fin, vous voyez que ça marche. Ah, ça marche pas au milieu, ça marche à la fin. C'est là où vous avez peut-être deux erreurs. Une dans la première partie, une dans la deuxième partie. Mais généralement, quand ça marche pas au milieu... Mais du coup, vous avez le moyen de trouver rapidement si la zone entre le début et le milieu est correcte. Donc ça vaut le coup de passer à la suite, ou si vous avez une erreur et du coup vous redécoupez en deux, jusqu'à trouver l'origine du problème, qui n'est pas forcément un problème. Je vous rappelle, vous avez des pourquoi ça fait ça, pourquoi. La réponse est tout bêtement parce que vous avez peut-être mal vous préparé votre environnement, vous avez peut-être mal anticipé le résultat que vous avez attendu. C'est peut-être pas ça qui était attendu. Bref, soit vous partez de la fin ou du début. Alors je vous avoue qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution, parce que ça dépend de la criticité du logiciel, de la complexité du logiciel et de la taille entre le début de l'information primaire et le résultat final que vous voulez. Ça dépend comment c'est calculé. Si c'est très très long, vaut mieux découper par petits bouts. Si c'est très court, à la limite, voyons directement la fin. Bon, je vais m'arrêter. Pour l'instant, on n'a fait que des traitements, on va dire, en statique. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé le marché, on n'a pas utilisé la stratégie en dynamique, on n'a pas vérifié des positions ouvertes. Pour l'instant, on n'a fait que du statique. Si jusqu'à présent, vous avez réussi à faire marcher le statique, et déjà que l'affichage fonctionne, que tous vos attributs fonctionnent, c'est déjà un très très bon point. Alors, c'est pas ce que vous voulez un robot qui prenne des trades. Mais pour l'instant, là, ce qu'on a fait, c'est un énorme pas parce qu'on a garanti qu'avec ça, on peut maintenant créer un contexte qu'on va maîtriser, on en est sûr, on va pouvoir travailler en dynamique et on le fera dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous rappelle, abonnement, tout ça. Mais avant, je crois qu'un petit exo, vous devez me corriger un truc là.
Bon, alors vous l'attendiez, hein, ce passage. Bah écoutez, on va y aller. Donc maintenant qu'on a vu comment débugger et comment ça a bien avancé, on va s'attaquer à cet exercice que je vous ai donné en début de vidéo. Donc, je vous rappelle, la question c'est qu'on a un code, ici on a plusieurs codes, et on a b égale true ou b égale false. Et la grande question c'est par rapport à la manière d'écrire, que vaut la valeur a dans chacun des cas. Alors on va faire en vert, on va faire true, et en rouge, on va faire false. J'ai l'impression d'être un prof un prof. Bon, allez, on commence avec le vert. Donc, si b égale true, dans cette manière d'écrire, à votre avis, a vaut combien? Alors, si vous avez dit a vaut 1, c'est pas top. Pourquoi? Parce que là, en fait, b égale vrai. Donc, ça veut dire que la condition ici est vraie. Donc, même si on a affecté a avec la valeur 1, ici, on va dire, bah, si la condition b est vraie, on affecte 2 dans la valeur a. Donc ici, a va valoir 2. Donc je vais mettre 2 ici. Voilà. Ce qui est normal en fait, hein. Ça c'est une manière d'écrire très très simple. En fait, on écrit sur une seule ligne. Alors, c'est pas conseillé, enfin moi je vous le conseille pas, même si des fois je le fais, parce que des fois c'est très très court au niveau du traitement, ou des fois c'est par rapport à la manière d'écrire, comme les paramètres par exemple, j'ai bien aligné toutes les conditions pour juste visuellement c'est plus lisible. Mais bon, alors là franchement, chacun a son style. Moi j'ai le mien, vous avez le vôtre, il y a beaucoup de gens avec qui je code, avec qui je travaille, chacun a son style. Bon, ça c'est un style, quand on fait un truc court, ça va. Par contre, évitez de faire une condition sur une seule ligne quand c'est vraiment très très long, parce que ça devient illisible. Et donc qui dit illisible dit immaintenable, ou en tout cas difficile de maintenir, et difficile de corriger, trouver les erreurs, bon, évitez quand c'est trop long. Allez, B est toujours égal à vrai, et on écrit comme ça. Que se passe-t-il? Ici, on met 1 dans A. Jusque-là, ça va. Ici, on dit si B est vrai, effectivement, il est vrai, il n'y a rien derrière. Donc on va traiter la ligne d'après. Parce que ça, pour lui, en fait, pour le compilateur, ça, il manque l'indication de fin de ligne. Donc il va recopier ça à la suite, naturellement. Il va copier if B, à ce moment-là, A égale 2. Exactement comme là. Donc arrivé à ici, la condition est vraie, on passe 2 dans la valeur A, donc A vaut 2. Et puis ici, on fait A égale A plus 1, donc ici, sans condition. Puisque là, je vous rappelle qu'ici, c'est un point-virgule. Point-virgule, c'est fin de ligne. Donc en fait, le if B A égale 2, point-virgule. Ça, c'est une condition. La condition ne tient que ça. Donc ici, bah, A vaut 2, et ici, on fait plus 1, ce qui fait que A égale 3. Pour l'instant, ça va? Ok, cool. On continue. Bah tiens, on va faire celui-là. Ici, je mets 1 dans la A, ici je mets la condition, je mets des parenthèses ouvrantes et fermantes pour être sûr d'englober le traitement qui est en relation avec la condition, et je fais dedans que A égale 2. Donc je mets 2 dans A, et ici je fais A plus 1. Ça, c'est exactement comme ça. Sauf que il y a des parenthèses en plus. Et ça, d'ailleurs, c'est exactement comme ça. Sauf que là, il n'y a pas besoin de parenthèses. Ici non plus, là, j'ai mis des parenthèses. Bon. Donc ici, vous voyez, c'est pareil, on met égal à 3. Donc ici, A vaut 3. Ça va pour l'instant, c'est pas trop compliqué. On passe à la suite. J'ai toujours B égale à vrai. Ici, je fais A égale 1. Et ici, je fais une condition. Et un peu comme ici, je mets parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et là, même s'il y a un point-virgule ici, pour lui, ça démarre sur un bloc de traitement. Et ce bloc sera traité intégralement. Donc il va faire tout le traitement qui est dans le bloc, si la condition est vraie. Donc ici, bah, A égale 2, et juste après, je fais A égale 3. Bon, c'est un peu couillon, mais voilà. Ici, on aura 3 aussi. Et puis, on a ça. Alors ça, ceux qui codent en Python, ça va tout de suite vous parler. On affecte A égale 1, on fait if B, à ce moment-là, j'indente 2 traitements. Donc c'est presque comme ça, sauf qu'ici, j'indente au même niveau 2 traitements. Et je fais A égale 2, point virgule, et A égale A plus 1. Alors, ceux qui m'ont répondu égal à 3, ils ont raison. Et ceux qui ont répondu égal à 3, ils ont raison aussi. B est égal à vrai. Donc,
puisque B est vrai, je fais le ou les traitements. Alors si vous codez en Python, les indentations font office de parenthèse. Donc on pourrait croire que si B est vrai, on fait les deux traitements. En fait, c'est faux. On est en C, C++ et tout ça, les dérivés. On s'arrête, comme je vous ai expliqué ici, on s'arrête au point virgule. Donc en fait, si B est vrai, je fais que ce traitement-là. Donc là, c'est vrai, je mets 2, et après, je fais un autre traitement qui n'est pas dans la condition. Donc je fais A plus 1, ce qui fait que là, j'ai encore 3. Quand B est vrai, c'est facile. Maintenant, on passe à B égale faux. Ça va changer. Ici, à votre avis, ça vaut combien? Alors, c'est facile. Oui, ça vaut 1. Parce que là, j'ai affecté 1 dans la valeur A. La condition est fausse. Aucun traitement. Donc ici, A, ça vaut 1. Ici, alors ici, j'affecte 1 dans la valeur A. La condition est fausse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme il n'y a pas de fin de ligne ici, indiquée par un point virgule ou un fin de bloc, à ce moment-là, il récupère tout ce qui suit, mais vraiment tout ce qui suit, jusqu'au point virgule. Ça veut dire que ça remonte ici. Donc là, la condition est fausse, ça veut dire que cette ligne-là, qui est là en fait, ne sera pas exécutée. Le point virgule indique la fin de cette ligne-là, correspondant au if b a égale 2. Donc tout ça n'est pas traité. Par contre, là, derrière, c'est pas dans la condition. Donc on va faire a égale a plus 1, donc a vaut 1, ce qui fait qu'ici, on aura 2. Ici, bon, rien de difficile. On a bien un bloc début, bloc de fin. Dedans, on a un traitement. B égale faux, donc on ne va pas dans ce bloc de traitement. A égale 1 et 1 plus 1, ça fait 2. Bon, je ne m'étale pas, hein, c'est quasiment le même truc. Hein. On va de l'autre côté. Ici, on a toujours la condition qui est fausse. Donc c'est tout le bloc qui n'est pas traité, puisqu'on a vraiment délimité par le bloc. Donc du coup, ici, A, il va valoir 1. Et puis ça, pareil, les gens de Python. Alors je me suis fait déjà engueuler par un gars qui était persuadé que ça marchait. Non. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, if B, le compilateur, il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc ce qu'il va faire, il va récupérer la prochaine ligne jusqu'au point virgule, et il va le mettre ici. Donc là, B est égal à faux, donc il ne va pas traiter cette partie-là. L'indentation, on s'en cogne. En C++, en C et en métacote, on s'en bat les steaks, mais comme il faut. Donc, on s'arrête au point virgule, on indente comme on veut, on s'en fout, et c'est ce traitement-là qui n'est pas fait. Donc A égale 1, ça c'est pas fait, A plus 1, donc c'est égal à, c'est égal à 2. Je vous ajoute un truc aussi, tiens, je vous ajoute un truc. Imaginons, tiens, on va le faire là. Imaginons, alors bien sûr, là, il y avait point virgule, hein, attention. Mais là, ce que je vais faire maintenant, je vais faire ça. Je vais écrire ici, A égale A plus 1, point virgule, évidemment. Là, à votre avis, ça va faire quoi? Est-ce que la valeur de A sera différente? Parce que là, ce que je vous ai dit, c'est que le compilateur, lui, comment il marche? A égale 1, point virgule. Il va compiler A égale 1, point virgule. Ça lui va très bien. Ensuite, il va taper sur ça. If, entre parenthèses, B, fermez parenthèses. Il n'y a pas de fin de ligne. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout bêtement lire la suite. A égale 2, point virgule. Ah, point virgule. Pour lui, c'est fini, même si vous avez écrit ça. Mais lui, c'est fini. Et après le point virgule, il continue. A égale A plus 1, point virgule. Si vous écrivez ça, le compilateur, il va faire ça, lui. Et ça, c'est grave. Parce que si vous croyez que ça, le if B, il va faire tout ce traitement parce que la condition est fausse ou vraie, ça ne marche pas. La valeur de A sera toujours égale à 2. Alors que là, si vous croyez que ça sera... c'est pas bon. Si vous voulez faire ça, c'est simple. Vous mettez des délimiteurs de blocs. Vous prenez ça. Et lui, le compilateur, il va dire, si B, à ce moment-là, je commence un bloc, et il va remplir jusqu'à la fin du bloc.
C'est une parenthèse. Voilà, donc ça veut dire que ça, il sera amené dans le bloc et il sera aussi sous la condition de B. Voilà, c'est simple. Alors ça, si vous passez d'un langage à un autre, moi je code en 4-5 langages chaque jour, des fois je me mélange un peu. Surtout en Python, c'est assez particulier. En tout cas, voilà, maintenant vous avez un peu différents exemples, vous pouvez le retravailler, ça, dans votre code. Et si vous n'avez pas forcément fait des blocs début, fin, comme moi je fais, même avec une ligne, hein, mais j'aime bien, c'est structuré, c'est aligné. Mais si vous faites comme ça des groupements sur une ligne en disant bah, si la condition, à ce moment je fais tout ce traitement-là, vous pouvez avoir des problèmes qui sont masqués par votre style d'écriture. Et c'est chiant. C'est chiant parce qu'à débugger, c'est une vraie misère. Voilà. Bon, en tout cas, je voulais vous montrer ça. Prochaine fois, on fera un autre exercice, toujours aussi sympathique. Et puis comme ça, petit à petit, vous apprendrez à reconnaître vos erreurs, parce qu'en fait, je l'ai fait aussi, hein, vous inquiétez pas. Ouais, celui qui n'a pas fait d'erreur, bah, il code pas, tout simplement. Bon, en tout cas, voilà, maintenant, bah, vous avez l'occasion de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, de faire plein de choses. Si vous découvrez la vidéo, que vous ne connaissez pas le langage Metacote, bah, vous verrez, c'est assez facile. Vous connaissez le C, C++, même d'autres langages, ça se ressemble beaucoup. Il y a des mots un peu clés, mais ça va, c'est pas très compliqué. Pour être bon programmeur, il faut être curieux, donc soyez curieux. Allez, sur ce, à très bientôt, bon courage dans vos exercices, dans vos travaux et dans votre trading. Et puis nous, on se dit à la prochaine.